Justement, voilà. Par rapport aux entreprises, je crois que avant d'en arriver là, les entreprises aujourd'hui ont pris conscience qu'il fallait prévenir les discriminations. Avant de lutter contre, il faut pouvoir les prévenir. Et il y a un certain nombre d'entre elles qui ont mis en place des cellules d'alerte anonymes, voilà, et qui permettent de pouvoir justement déposer une plainte, faire part de sa situation personnelle, et ensuite de les traiter. Alors il y a des comités d'éthique, il y a des spécialistes des questions qui sont justement chargés de traiter les demandes et de faire remonter l'information pour pouvoir répondre aussi aux attentes des collaborateurs. Donc je dirais que ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui l'entreprise a quand même n'attend pas de pouvoir être saisie d'une plainte par la HALD ou par d'autres organes de justice, mais prend en charge maintenant de plus en plus les problématiques qui peuvent se rencontrer dans l'entreprise, et de manière aussi à faire savoir aux collaborateurs qu'aucun cas de discrimination ne sera toléré. C'est vrai dans les grandes entreprises. Voilà, c'est ce que j'ai de plus en plus dans les grandes entreprises. Tout à fait. Absolument. Parce qu'il y a une prise de conscience sans doute plus importante. Alors, Sabine parlait de la jeunesse de la HALD. Donc, ça fait 3 ans que la HALD depuis 2005, est une autorité indépendante, qui ne dépend pas du gouvernement ou autre. Moi, j'ai senti dans les interviews de direction de ressources humaines que les entreprises commençaient à avoir un petit peu peur. Donc, la peur est-elle la peur de la HALD, la peur des amendes sur le handicap, etc. Donc, bon, c'est un des mobiles, malheureusement, mais normalement, les entreprises devraient être convaincues que la diversité est facteur de compétitivité, de croissance et de richesse pour l'entreprise. Mais s'il faut en arriver jusque-là, est-ce que cette peur, elle fonctionne? Comment elle marche? Est-ce que vous le constatez également? Non, c'est évident que plus la loi avance et plus elle a tendance à se renforcer, plus les entreprises effectivement sont obligées déjà de se conformer à ces contraintes réglementaires. Ça, c'est donc pour moi le stade premier, qui est de lutter, de prévenir les discriminations et de se conformer aux règles, donc aux règles juridiques. Évidemment, ça impulse, ça fait en tout cas réagir des dirigeants qui sont sensibles à ce niveau-là. Mais je dirais qu'aujourd'hui, depuis que le sujet existe vraiment en France, donc depuis 2003-2004, et plus lointain donc pour le handicap, il est clair que les entreprises ont aussi pris conscience, il y a un certain nombre d'informations maintenant qui circulent, ont aussi pris conscience de l'intérêt d'avoir des équipes variées et de pouvoir intégrer toutes les formes de talent. Ça c'est clair. Je vois une question effectivement qui parle de com. Est-ce que c'est un axe de com, la diversité? Alors, on ne peut pas mettre toutes les entreprises dans le même lot. Il y a des entreprises qui surfent évidemment sur ce positionnement en se disant on va pouvoir communiquer là-dessus. Et puis quand on regarde les grands discours sur leur site internet et effectivement les actions concrètes, il y a des différences. Il y a aussi les entreprises, chacune a un stade d'avancée. Mais moi, ce que je constate dans mon activité professionnelle et puis au sein de l'AFMD, quand je vois l'engouement qu'a pris cette association vis-à-vis des entreprises qui souhaitent vraiment s'y investir et être très présentes dans les échanges, on sent vraiment qu'il y a aussi une difficulté peut-être à appréhender le sujet. C'est-à-dire que la diversité, et tout à l'heure on parlait du handicap, c'est vrai que pour les entreprises, pour un recruteur, il y a un vrai dilemme, c'est-à-dire de se dire: est-ce que j'ai encore le droit de recruter avec mes propres critères d'exigence? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que recruter, c'est finalement systématiquement discriminer? Et la plupart des recruteurs en entreprise, nous, je vois bien puisqu'on les forme au quotidien, sont complètement tétanisés parce qu'ils se disent: mais finalement, est-ce que si j'écarte ce candidat-là, je le discrimine, ou est-ce que effectivement, quelle est ma position? Jusqu'où j'ai le libre arbitre pour choisir? Oui, parce que depuis un certain nombre d'années ou un nombre d'années certain, en fait, le recruteur se contentait de plus en plus à cloner. Oui. Et à choisir donc l'équivalent exact de la personne qui occupait le poste. Ça rassure. Exactement, voilà. C'est-à-dire qu'on recrute toujours ce qui nous semble. Le clonage est quasiment passible de sanctions potentielles. Pas forcément. Oui, pas forcément. Non. De plus en plus difficile à réaliser. Il y a une tension sur le marché du travail qui fait que, et là aussi je rebondis sur une question, pour quelles raisons les entreprises s'engagent-elles soudainement dans la lutte contre les discriminations? C'est parce qu'il y a une tension sur le marché du travail et que l'évolution démographique montre qu'il y aura de moins en moins de personnes sur le marché du travail, et c'est déjà le cas sur certaines compétences. Donc les entreprises, de toute façon, vont devoir apprendre à vivre avec des profils diversifiés et à les faire évoluer. D'accord. Ça, c'est un impératif économique. Tout à fait. De même que René nous demande quels sont les quotas handicapés, est-ce qu'ils sont respectés dans les entreprises et quelles sont les pénalités. Vous en avez parlé tout à l'heure. Oui. Juste peut-être un petit mot sur ce qui attend les entreprises qui n'auront rien fait en 2010.
Alors, bon, oui. Pour prendre la mesure. Oui, la loi de 2005 prévoit pour les établissements qui sont à quota zéro, alors quota zéro c'est notre jargon, qui n'ont aucune action positive en faveur des personnes handicapées en 2009, et donc la contribution qu'elles auront à verser en 2006 représentera 1500 fois le SMIC horaire par unité manquante. Par unité manquante, c'est-à-dire que les entreprises doivent embaucher 6% de la masse salariale. Une entreprise, alors je suis très mauvaise en calcul, hein, mais une entreprise de 200 salariés devra avoir 12 personnes, et s'il n'y a rien du tout, ça fera 12 fois 1500 fois le SMIC horaire de 2009. Donc ça fait énorme, ça multiplie par 3 la contribution que l'entreprise verse actuellement à la GFIF. Donc il y a une attente actuellement des entreprises, et la GFIP mène une action envers ces entreprises, ces établissements à quota zéro, pour au moins qu'il y ait une action positive de fait. D'accord. Mais je voulais dire que, pour information, en fait, sur toutes les entreprises qui ont cette obligation légale, 50% des entreprises remplissent leur obligation. C'est-à-dire qu'elles sont au moins à 6%, si ce n'est plus. Sur le reste des entreprises, 25% des entreprises sont entre 1 et 6% d'embauche de personnes handicapées, et les autres 25% sont à 0. Donc c'est là-dessus qu'il faut faire un grand travail. Tout à fait. Alors on parlait de recours tout à l'heure. ISTE demande comment se passent les choses quand on entre dans une entreprise par la force, c'est-à-dire porter plainte. Bon bah c'est bien joli, mais entrer par effraction dans une entreprise suite à une plainte, n'est pas forcément ça promet des jours heureux avec son patron, dit ISTE. Oui, vous avez raison. Je crois qu'on n'entre pas dans une entreprise par la force. Effectivement, au niveau du recrutement, je pense que il est possible d'éluder des questions. Bon, ça fait montre aussi d'un certain sang-froid, d'une vivacité d'esprit. Mais c'est vrai que si vous êtes face soit à un intermédiaire du recrutement, qui est un client très très ferme sur des attentes illégitimes, ou même une entreprise qui ne souhaite pas certains profils, vous ne rentrerez pas par la force dans une entreprise. Non, mais par contre, c'est vrai que dans une activité d'intermédiaire de recrutement comme on fait nous dans notre cabinet, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir déjouer les préjugés. C'est-à-dire que ce soit pour le candidat là, qui présentait effectivement, est-ce qu'on doit indiquer qu'on est reconnu travailleur handicapé, c'est vrai que quand on lit un CV, quand une entreprise, un recruteur lit un CV, il a tendance à tout de suite avoir un fantasme, un préjugé énorme sur ce qu'il va lire, que ce soit sur l'origine, l'âge, le sexe et puis le handicap. Le rôle de l'intermédiaire, c'est aussi de rassurer le recruteur et de pouvoir expliquer que le candidat peut être différent, mais n'en a pas moins pour autant des compétences pour occuper le poste. La difficulté, elle est là, c'est que souvent, l'intermédiaire peut aussi rassurer et peut aussi casser ces préjugés. La lecture du CV. Exactement. C'est vrai que quand ça arrive au stade de l'entretien, des échanges comme ça, discriminatoires au stade de l'entretien, très franchement, à titre individuel, je pense que la force ne réussit pas. Il faut se préparer à l'entretien suivant. Oui, ou effectivement, et puis après avoir une attitude qui soit peut-être un peu aller au-delà du recruteur, être capable de prendre les choses, de rassurer, sur le handicap notamment. C'est vrai que moi, dans le conseil au niveau des candidats, je dis souvent, quand vous voyez qu'il y a une gêne, qu'il y a quelque chose, et que à la fin de l'entretien, par exemple, une fois que vous avez démontré vos compétences, comme disait madame, à la fin, si à un moment donné la thématique du handicap va se poser, il ne faut pas hésiter à prendre les devants, parce que le recruteur, combien de fois les recruteurs ont peur et n'osent pas aborder le handicap, parce qu'ils se disent, est-ce que je vais le gêner, est-ce que effectivement je vais le vexer, ou alors d'aborder en fait une thématique aussi assez privée, d'ordre intime. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter parfois à rassurer, à prendre les devants soi-même en tant que candidat et à dire voilà, je souffre de tel handicap, ou je ne souffre pas, mais j'ai tel ou tel handicap, mais ça n'a aucune incidence sur l'occupation de mon poste. Et c'est vrai que bien souvent, moi je le dis toujours aux entreprises, c'est bien souvent le candidat qui assume lui-même son handicap. C'est pas l'entreprise, effectivement, qui a besoin de faire tel ou tel aménagement de poste. Donc il faut aussi faire confiance aux candidats qui se présentent, quand bien même il est différent. Tout à fait.